Muchísimas gracias a todos. Qué alegría para mí de estar aquí y bueno, es un verdadero placer. Me gustaría hablar espagnol, pero je pense que je vais plutôt parler en français. Et donc, je suis très heureux de présider cette table ronde. C'est un véritable honneur, comme je le disais, un vrai bonheur d'être présent et j'ai l'impression donc vraiment de participer à un grand moment de nos rencontres entre la psychiatrie française et la psychiatrie d'Amérique latine. Un grand intérêt en tant que clinicien qui m'occupe d'enfants et d'adolescents, de parents bien sûr, en tant qu'enseignant, professeur à la faculté de médecine, mais aussi en tant que membre de, secrétaire en l'occurrence, de l'association franco-cubaine de psychiatrie et de psychologie. J'aurais juste de dire un petit mot, parce que c'est grâce à la FCPP donc, que je suis présent et saluer donc Dominique Bélanger, sa présidente, mais aussi Muriel Duranton, et bien sûr avoir une pensée pour Annette et Jean-Pierre Thévenot, qui ont créé cette association franco-cubaine de psychiatrie et de psychologie. On leur doit beaucoup, je pense. Ils ne peuvent être présents ici, mais je voulais les saluer, bien évidemment avec l'autorisation de Dominique Bélanger. Plus de 25 ans que la FCPP existe et crée tous les 2 ans des échanges et des congrès. C'est vraiment important, je pense, de le souligner et d'avoir un clin d'œil affectueux à Annette et Jean-Pierre Thévenot. Voilà, pour terminer cette présentation, je dirais que je ne suis pas de Sainte-Anne et que peut-être ces échanges ne sont pas uniquement parisiens avec l'Amérique latine, mais de toute la France, et ça me semble important en tant qu'angevin, région un peu éloignée, de préciser qu'au fond, ces échanges sont riches, nous éclairent aussi en province et avec cette ouverture sur toute la France. Échange France-Amérique latine, avec une table ronde qui va parler de l'accompagnement thérapeutique en psychiatrie, avec ces mots-clés de la table ronde autour des questions de la précarité, de la vulnérabilité, mais aussi de l'exclusion. Comment travailler dans ce champ-là? C'est vraiment tout à fait important. Je trouve que le mot choisi par les organisateurs de parler d'accompagnement thérapeutique est un mot très très important qu'on va essayer de décliner dans cette table ronde. Un accompagnement qui sans doute sous-entend un engagement des professionnels, de l'ensemble des équipes de soins, un engagement, un souci de l'autre, ça me semble tout à fait important, un souci de l'autre, qui est l'étymologie du mot soigner, hein, le souci, et d'aller à la rencontre. D'aller à la rencontre qui est fondamentale justement pour s'occuper et accompagner les plus fragiles. Cette question de la rencontre, elle est au cœur de nos pratiques. Et c'est vrai que j'espère que cette table ronde permettra de partager nos expériences et de mettre en évidence cette créativité incontournable, nécessaire pour justement accompagner avec le plus grand humanisme possible ces patients les plus fragiles. Pas de protocole donc. Je pense que le protocole, c'est le contraire de la rencontre, mais plutôt des expériences qui nous montrent comment il est fondamental d'accompagner les plus fragiles. Voilà, avant de commencer cette table ronde, je voulais aussi passer la parole à M. Alain Mercuel, en tant que président de la CME de Sainte-Anne, mais aussi en tant que membre de l'organisation très importante, cette COFALP, pour montrer à quel point il a contribué à l'organisation de cette journée. Et peut-être a-t-il envie, en tant que président de CME, d'adresser un message avant de commencer cette table ronde. Oui, merci. Bon, 30 secondes peut-être pour rappeler les rapports entre Sainte-Anne et l'Amérique latine. On a l'habitude de dire que Sainte-Anne est un paquebot. En fait, non, je vais reprendre un terme espagnol. Sainte-Anne est une armada et de nombreux bateaux sont venus au contact de l'Amérique latine. Que ce soit celui de la psychanalyse, que ce soit celui du secteur. Je crois qu'on a même aidé à l'ouverture d'un centre médico-psychologique au Costa Rica, que ce soit celui de l'accueil des stagiaires, des psychologues, des psychiatres et de médecins en tout genre. Et puis il y a aussi quand même un peu d'affect, pour ne pas dire d'amour dans tout ça, puisque entre nous, en quelque sorte, il y a quand même du latin. Et je crois que nous avons de nombreux professionnels binationaux qui témoignent d'une certaine affection entre nous. Et je suis très heureux que ce pont latin
s'effectue entre Sainte-Anne et l'Amérique latine, ainsi portée par, entre autres, la COFALP. Et certes toute jeune, on l'a évoqué tout à l'heure, mais pour conclure, je dirais que la vie, c'est quand même la transmission. Je pense que des journées comme aujourd'hui, ces échanges comme aujourd'hui, sont des moments et des actes de transmission. Et donc j'espère qu'on va pouvoir, avec cette vieille dame qui est Sainte-Anne, passer des choses entre générations de plus jeunes, que ce soit au niveau associatif ou au niveau institutionnel. Voilà, donc on continue. Merci beaucoup. Très bien, donc pour commencer cette table ronde qui porte sur l'accompagnement thérapeutique en psychiatrie aujourd'hui, je vais tout de suite passer la parole à M. Gustavo Rossi, qui est psychologue, enseignant à la faculté de psychologie de Buenos Aires et auteur du livre de référence sur l'accompagnement thérapeutique en Argentine. Et donc, M. Gustavo Rossi, vous avez la parole. Buen día, voy a hablar desde acá, prefiero. Agradezco esta invitación, un gusto, un honor estar en esta ocasión, en este congreso, en especial la sensibilidad y la amabilidad de Dominique Winterberg, de Alberto Velasco, de Federico Sola y la compañía siempre de Juan Carlos Estañaro. Me preguntaba cómo iniciar un diálogo para que signifique algún aporte para ustedes, para el psiquiatra, el psicoanalista, el trabajador en salud mental, a los recursos institucionales, desde pensar los fundamentos específicos del dispositivo de acompañamiento terapéutico en Argentina. En sus diferencias como la manera en que pueden pensar aquí el acompañar como una noción habitual, más allá de la denominación que tenga. También propongo interrogar las políticas en salud mental en ese borde clínico comunitario en que trabajamos. Una breve historia del acompañamiento terapéutico, aunque tiene similitudes con experiencias de distintos países, es una creación argentina con este nombre y esta modalidad específica de desarrollo que tuvo. Se expandió luego a otros países de Iberoamérica como Brasil, México, Uruguay y España en especial, tomando el antecedente argentino para abrir líneas de trabajo según cada idiosincrasia. Estábamos hacia finales de los 60 en Latinoamérica, en un clima convulsionado, donde en Argentina fluyen modificaciones en la concepción del padecimiento mental y aperturas en las instituciones, dispositivos e intervenciones, bajo un lema general de superar la lógica manicomial. El acompañamiento terapéutico surge, sin embargo, como una opción dentro de la clínica psiquiátrica privada, con influencias del psicoanálisis, frente a tratamientos recurrentemente fracasados de pacientes refractarios a los esquemas de atención más clásicos, en especial para el abordaje de la psicosis y adicciones. Empezó con familias de alto nivel económico, no como parte de movimientos de desinstitucionalización ni de políticas públicas de reforma. Más bien esto se pudo forjar con el nuevo siglo, aún con reducida e irregular aplicación. Hoy en el país lo cubre el sistema de medicina prepaga, escasamente en lo público, aunque no es una prestación obligatoria, salvo en pocas provincias, y cuenta con marcos regulatorios imprecisos. Personalmente trabajé como acompañante terapéutico desde los años 80, con la experiencia gestándose y despoblado de teoría específica. Publiqué un primer libro en 1994, rudimentario, impulsé varias asociaciones de acompañantes terapéuticos, los primeros congresos nacionales e internacionales, y tras décadas de esfuerzo por la regulación, conformamos hoy la Red Argentina de Asociaciones de Acompañantes Terapéuticos que coordino. El para qué de esta práctica se inscribe
dentro de una clínica en extensión, ambulatoria, una terapéutica entre varios para la cotidianidad, en situaciones sociofamiliares que lo ameritan. La terapéutica del acompañante en su faceta comunitaria aporta a un círculo familiar sustentable, cuando no es posible sostener la rutina hogareña mediante las redes naturales, entre comillas, del entorno. Debe incluirse siempre por indicación de un terapeuta o un equipo interdisciplinario, cuando existe, y articulado a su estrategia se elaborará esta función caso por caso. Es una opción en las crisis y urgencias subjetivas, incluso ya cuando empiezan a esbozarse, una opción frente a la internación psiquiátrica, o reduce el tiempo de la internación. La presencia cercana de los acompañantes terapéuticos, algunas horas por día, permite tranquilidad o una pausa para ese paciente y el entorno, cuando puede evitarse una internación. En el sistema de salud, los funcionarios, algunos, miran aún con recelo al acompañamiento terapéutico por lo intensivo de la prestación en ciertos casos, por lo costoso, dicen, pero además del costo emocional de la internación psiquiátrica, si evaluamos el deterioro que implican las puertas giratorias, los riesgos de la sobremedicalización, la erosión en la salud de la persona y la familia, en el mediano y largo plazo considero que incluso se reducirían también los costos económicos al tener variedad de recursos artesanales para cada caso. En sintonía, el acompañamiento terapéutico también coopera a superar los hiatos terapéuticos, la ruptura en la continuidad de la atención entre instancias que deben ser graduales, de la internación completa al hospital de día y de ahí al consultorio. Cada vez más es solicitado en procesos de externación, en políticas alternativas a la institucionalización para la rehabilitación del lazo social, la adecuación a una nueva situación de vivienda, etc. Promueve una mayor autonomía de la persona según sus intereses y capacidades, pero no como una receta ni un estándar rehabilitador para ajustar a un ideal social, a una norma igual para todos. Respecto al tratamiento psicofarmacológico, colabora con la adherencia al mismo. En ocasiones el paciente comienza a tomar la medicación con el acompañante terapéutico, vía la presencia y la palabra de alguien que accedió a ponerse de su lado, a ir a su cuarto, al terreno conocido, a estar en su barrio, en su casa, con tácticas que se nutren de temas y quehaceres sensibles a cada persona, donde el medicamento sale del centro de la escena para después empezar a ser administrado. Y así posibilita también organizar rutinas para su correcta administración. Además permite aminorar los esquemas psicofarmacológicos intensivos y atenuar los efectos psicofísicos secundarios del uso a largo plazo del medicamento. Intervenciones precisas. Se indica en distintos cuadros diagnósticos, cuando no frente a lo inclasificable, de adicciones a psicosis, impulsiones, intentos de suicidio, geriatría, etc. Tiene una expansiva demanda en discapacidad y con niños con trastornos graves, aporta a la integración escolar. Más allá del diagnóstico, diferencio 3 instancias para indicar acompañamiento terapéutico. Uno, como ayuda en territorio a los fines de construir las condiciones subjetivas y objetivas para que un dispositivo de tratamiento se ponga en marcha o para que se consolide. Luego de un episodio de desborde psicótico, por ejemplo, una primera consulta o en cambios de terapeutas. Cuando no hay un vínculo, una transferencia con un terapeuta o no alcanza solamente con la atención de consultorio.
pacientes que muestran desinterés, que no concurren a la consulta, que rechazan la medicación, que viven solos o que la familia es quien demanda de alguna manera estallada. Un segundo punto sería para contribuir a sostener un tratamiento ya en marcha, para que no se interrumpa en momentos de crisis del paciente, cuando es inviable basarse solamente en sesiones analíticas o en el abordaje psiquiátrico. En otros casos un tercer caso sería momentos donde permite movilizar o impulsar, destrabar un trabajo terapéutico, en particular con pacientes crónicos, ante situaciones de aplastamiento subjetivo, de abulia. Apelamos al acompañante terapéutico al vislumbrarse una profundización del encierro y del deterioro, aunque esté en su domicilio. Traigo un recorte del ámbito público de un paciente en un hospital de día en salud mental donde superviso el equipo de acompañamiento terapéutico. Fabio, de 46 años, vivía solo en un gran departamento luego del fallecimiento de su padre hacía 4 años. Segregado con una radio en un cuarto de servicio, con su baño semidestruido, el encargado del edificio era el único referente para la acompañante terapéutica, por ejemplo, cuando Fabio no respondía al timbre. Con varias internaciones fue perdiendo capacidad para trabajar, aunque tenía carrera universitaria. Estaba apático, incomunicado, con la casa clausurada y sucia, y así recibió al comienzo a la acompañante terapéutica. Entre los objetivos estaba fortalecer su presencia en el hospital de día, al que no concurría regularmente, y ayudar a la organización diaria, favorecer su calidad de vida. Eran ambiciosos los objetivos al tener una indicación de 2 horas, 2 veces por semana de acompañamiento terapéutico. Podía al principio estar 2 horas en silencio. Algo empezó a moverse con la música, al escuchar radio con la acompañante. De ahí empezó a hablar de política, que lo despertaba de su fiaca, decía. Al tiempo cuenta que va a movilizaciones populares, habla incluso de sus compañeros en esas movilizaciones, recuerda sus crisis, habla de su madre que no pudo llorarla al morir, sus enojos con los padres que no pudo criticar, dice. Con la acompañante terapéutico va a barrer alguna zona de su casa, le dice que no sabe manejar literalmente la escoba. La acompañante le explica, pero lo hace también con él. Le sigue a esto, de a poco, un mayor compromiso con su espacio de terapia. Ahí dirá que su padre le gritaba inútil. Meses después se empieza a hacer habitable otro cuarto y con la acompañante terapéutica puede apropiarse también del living para escuchar música, aunque cuando ella se va queda nuevamente clausurado. Hoy sostiene sus talleres grupales en el hospital de día, mientras otras iniciativas empiezan a darse en transferencia con la acompañante terapéutica. Más detalles. Planteo respecto a la intervención del acompañante terapéutico que sostiene algo de un deseo no anónimo, que en función de la singularidad construye lazo, conecta al sujeto con un semejante, en primer término el acompañante. Este busca inicialmente generar un vínculo de confianza, a partir de otorgarle contenido terapéutico a situaciones de la vida diaria, a actividades de la vida cotidiana o de lo social, en la medida en que esto se inscribe en un proyecto de tratamiento, en un proyecto terapéutico. Cuando puede ser desde un desayuno hasta salidas recreativas, en el tejido urbano, una caminata, ir al cine, al shopping. Se constituye, decimos, como un semblante conector, con una mayor cercanía, mayor simetría, si se compara con el psicólogo o el psiquiatra. No adopta la distancia que delimita los papeles de entrevistador y entrevistado en la clásica cita terapéutica, que connota autoridad y saber.
utiliza un semblante amistoso. Se ofrece el intercambio coloquial, diferente de la atención flotante psicoanalítica o la neutralidad. Parte de una dimensión de presencia que habilita tanto a la acción como al trabajo del diálogo, incluso del sentido, para dar condiciones de estabilidad, pudiendo ser un modo de sustento imaginario. Está preparado para alojar el sufrimiento o la apatía. Debe ponderar si hay necesidad de interlocución, de diálogo, o si es instrumento de un alivio catártico, de escucha. Pero también tendrá que operar con el hacer, con la actividad, acotar a veces un exceso verbal o pulsional. No es el enfermero psiquiátrico, cabe aclarar. En tanto, lo imaginario del vínculo dual queda en primer plano, se necesitan coordenadas que tengan estabilidad y coherencia con lo que yo llamo un encuadre exótico, pero necesario para trabajar en la espontaneidad, por la infinidad de interacciones presentes en el escenario del acompañante terapéutico. Hay un dispositivo artesanal hecho a medida para cada situación, más que un caso. Bien. Hay una intensidad propia de los atravesamientos que tiene su tarea, difícil de imaginar si no se está ahí donde la formación y la creatividad de la T apuntan a que se ajuste al tiempo del sujeto, de su familia, del entorno, pero también a una estrategia terapéutica. Con estas coordenadas, entonces, es central el espacio de trabajo del acompañante terapéutico en equipo, con una supervisión clínica específica de su lugar, con alguien con experiencia en esta práctica para sostener una distancia óptima en ese vínculo dual y también por el cuidado del acompañante terapéutico. Así se incluye el acompañante como un relevo temporo-espacial del terapeuta, por un lado, ya que propone construir escenas en tiempos y lugares ajenos a la sesión y a la operatoria institucional. Pero por otra parte genera alivio al insertarse en el drama familiar o el entorno más cercano, alivio a la familia y a las amistades, a la red cercana al paciente. Veamos cómo este artificio en la vida diaria produce efectos terapéuticos incluso por fuera de la presencia efectiva del acompañante. Traigo otra viñeta breve de Nahuel, un chico de 15 años que tenía episodios de desborde, de furia, impulsiones de riesgo, trepado a una cornisa de un edificio, por ejemplo, y hasta quiso apuñalar a su madre, lo cual llevó a una internación psiquiátrica. Al salir de la internación se indica acompañante terapéutico en su hogar, 4 horas diarias. Empieza a compartir con las acompañantes sus intereses, dibujos, la computadora, las caminatas. Gana confianza, sí, y habla del pegoteo de su madre, con quien vivía. Ya se produce cierto efecto terapéutico cuando empieza a hablar de esto con el acompañante terapéutico, que acota y pone distancia con esa locura materna. Gritos y exigencias que lo arrasan subjetivamente. Un día, con la acompañante presente, la madre se enoja con el paciente, lo agrede verbalmente, con reproches, lo hace llorar, llega a cuestionar también a la acompañante terapéutica, quien con una respuesta serena trata de tranquilizar la situación. Luego el paciente habla con la acompañante sobre esa situación y dirá tiempo después en su espacio de análisis que creó una frase con la acompañante terapéutica que es no entrar en discusiones innecesarias cuando su madre se pone así. Esto sin duda sirvió, según leemos, a manera de una compensación imaginaria este espacio y como un espacio mediatizador de esa relación. Para finalizar, digamos que el acompañante terapéutico representa un modo de hacer que parte de una presencia singular, encarnada en alguien, aunque no es únicamente un cuerpo, ya que pone también en juego la acción, el hacer
y la palabra. La palabra en tanto disposición a escuchar, pero también a hablar, propone un diálogo. Ahí donde es necesario llegar cuando los saberes establecidos no alcanzan, asumiendo las limitaciones de los tratamientos. Alertados también del riesgo que implica ese afuera, que implica la posibilidad de articulación comunitaria, lo incluimos necesariamente como parte del trabajo en red. Una red que no es garantía contra la angustia, ni del terapeuta ni del paciente, pero que planteada en cierta política habilita a producir invenciones propias de cada caso, impensadas para quien se defiende en la burocracia jurídico-sanitaria y para la modorra de las disciplinas tradicionales. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues haremos una discussion générale al final de la misa redonda, creo. Et je passe la parole à Monsieur Alain Mercuel, qui est donc chef du pôle précarité du GHT Paris et président de la CME du centre hospitalier Sainte-Anne, qui va nous parler de psychose et grande exclusion. Merci, Monsieur Mercuel. Voilà. Pratique actuelle en psychiatrie, puisque c'est le thème de la journée. Soigner, accompagner, contenir. Je trouvais que c'était un début assez intéressant pour parler de psychose et grande exclusion. Comment aborder cet aspect-là de façon transocéanique. Je pense que vous avez les mêmes à la maison, pour ceux qui sont de l'autre côté. Probablement des manières de faire un peu différentes et ça sera intéressant d'en discuter. Donc je vais vous parler avec ma casquette de responsable d'une équipe mobile psychiatrie précarité et coordinateur de celle qui œuvre sur Paris. Et à l'aune également de recherches que nous avons effectuées il y a quelques années avec Marie-Jeanne Gage d'ailleurs et le SAMU social pour donner une photographie notamment des aspects psychotiques que l'on pouvait rencontrer à la rue. Donc voilà, psychose à la rue, on peut le prononcer de plusieurs façons. Les psychoses sont à la rue ou psychose, allez à la rue, puisqu'on ne peut pas faire grand-chose pour vous avec les moyens qui nous restent. Alors j'ai essayé de faire des strates en fonction du degré d'exclusion de ces personnes. Les psychotiques en précarité peuvent être logés, bien sûr, et ils acceptent plutôt les soins. Ils sont peu enclins à se faire soigner par un médecin généraliste, mais quand même, ils réussissent à y être accompagnés, soit par l'environnement, la famille, etc. Mais ils sont dans une phase, on pourrait dire pour certains d'entre eux, d'expulsion, de pré-expulsion, donc de pré-exclusion. Et que s'il y a un accompagnement à avoir autour de l'exclusion, de la grande exclusion, c'est quand même dans sa prévention. Prévention de l'exclusion, ça commence donc assez tôt et ça commence déjà lorsque l'on n'est pas encore totalement exclu. Voilà, que doit-on faire lorsque on se retrouve face à une personne comme celle-là qui nous offre un petit café le matin lors d'une visite à domicile. Bon, on a beau dire qu'on en a déjà pris quelques-uns, qu'on n'a pas trop envie d'en prendre un autre. Ou d'autres personnes comme ça. Ça, ce sont des photos récentes qui sont non pas dans un pays en voie de développement, mais dans Paris 14e. Voilà. Les psychotiques abrités font des passages à la rue. Ils sont hébergés parfois de façon durable, parfois de façon moins durable. Ils acceptent plus ou moins pour cela les hébergements. Bien souvent, on arrive à les accompagner grâce,
si j'ose dire, aux comorbidités, c'est-à-dire à la notion de pathologie somatique qui permet ensuite d'aborder l'aspect psychiatrique ou psychologique. Parce qu'ils refusent, ou en tous les cas ils acceptent de façon très aléatoire les soins psy. Et ce qui est difficile, c'est d'assurer un accompagnement durable. C'est toute la difficulté de notre action. Et parmi eux, ces psychotiques abrités en voie d'exclusion, eh bien, il y a un large panel de schizophrénie naissante, d'anciennes schizophrénies qui sont en rupture de soins, d'autres qui ont voyagé et qui reviennent, et puis il y a aussi les psychoses infantiles qui ont vieilli, qui ont été aidées jusqu'à l'âge de 18 ans, et puis après 18 ans, eh bien, il y a une rupture de prise en charge. Donc un large éventail de pathologies schizophréniques très très diverses. Et pour ces personnes-là, il faut aller à leur rencontre, hein, c'est ce qu'on appelle l'aller vers, pour proposer la plupart du temps des soins ambulatoires plus qu'hospitaliers. On arrive dans les centres d'hébergement à prodiguer des soins, qu'ils soient médicamenteux, mais aussi des accompagnements psychothérapiques. Bon, donc je vous renvoie aux filmographies habituelles hein, de la psychose avant son exclusion. Et puis, autre psychose qui est tout à fait sous-évaluée, sous-estimée et qui est peu parlée, c'est la paranoïa à la rue. La paranoïa à la rue est la forme ultime de l'évolution de la paranoïa, puisqu'ils sont rejetés de la famille, du travail, des amis, de l'entourage. Certaines sont anciennes et jamais traitées, et d'autres ont été traitées mais sont en rupture de soins. Donc là aussi, vous reconnaîtrez les principaux films auxquels je vous renvoie autour de la paranoïa et de son évolution. Là aussi, aller vers eux, c'est quand même difficile, puisque pour le paranoïaque, toute personne qui m'approche me veut du mal, et à la rue, c'est encore plus compliqué. Donc il y a un travail d'aller vers, et là plutôt pour tenter de les hospitaliser, parce qu'une relation de confiance, elle pourra s'instaurer, mais sur 5, 10, 15 ans, et c'est trop long par rapport notamment à ce que j'évoquais tout à l'heure sur les comorbidités somatiques que l'on peut rencontrer. Bien sûr, ces psychotiques qui sont schizophrènes ou paranoïaques, eh bien, ils peuvent se déprimer, ils peuvent être anxieux, ils peuvent se faire agresser et avoir des traumatismes. Et c'est peut-être un moyen de les aborder aussi et de les accompagner dans ces moments de grande fragilité. D'autres sont beaucoup plus difficiles à accompagner, ce sont les schizophrénies pseudo-psychopathiques ou les schizophrènes éboïdophrènes, puisque certains restent dehors et se débrouillent pas trop mal, de menus larcins et d'autres actes délinquants, mais certains sont dedans et semblent relativement équilibrés à l'intérieur des murs de prison, ce qui pose le problème de la prévalence de la psychose dans les prisons, parce que s'ils ont un look de Dalton ou de personnes présentant un profil de psychopathe pur et dur, bien souvent lorsque les choses se décantent avec quelques jours ou quelques semaines d'observation, on voit apparaître derrière certains un Norman Bates qui s'était caché derrière un aspect psychopathique. Et c'est autrement plus compliqué à aider. Et puis, au fond, se trouvent les psychotiques sans abri, c'est-à-dire ceux vraiment à la rue, où presque la rue devient le lieu privilégié de vivre. Ils sont refusants de tout, de l'hébergement, de l'accès aux soins. Ils se décompensent relativement rapidement lorsqu'il y a des comorbidités somatiques, notamment avec tout ce qui arrive autour de tuberculose, sida, syphilis également.
ils refusent tout et bien sûr, d'aller à leur rencontre, c'est quelque chose d'assez difficile et se pose la question éthique. Est-ce qu'il faut les hospitaliser ou pas? Et au fil des ans, on s'aperçoit que quand on les hospitalise, eh bien, il y a un moment de fragilité, un moment que l'on n'explique pas très bien pour l'instant, mais on est en train de mettre en place une recherche sur les défenses immunitaires. Lorsqu'ils sont à l'abri, de façon très rapide et peu préparés, peu acceptés, eh bien, certains d'entre eux décompensent et même décèdent. Et donc, vaut-il mieux vivre à la rue en déséquilibre ou mourir heureux à l'hôpital? Voilà, ce sont des questions qu'on se pose et comment les accompagner en fin de compte à se maintenir à la rue, ce qui pourrait sembler éthiquement discutable. Et puis il y a l'évolution de la vie, l'évolution du monde, les vagues des psychotiques européens, bien sûr, hein, notamment après la chute du mur de Berlin, mais aussi maintenant on voit apparaître les migrants avec les fuites salvatrices qui leur permettent d'échapper aux tortures et à la barbarie. Bien sûr, il faut les aider, il faut aller vers eux. Et parmi ces psychotiques nouveaux, pourrait-on dire, eh bien, on trouve de nombreuses personnes présentant des schizophrénies dysthymiques qui trouvent un équilibre, j'allais dire en congruence à la rue, c'est-à-dire pouvant être tout à fait poubellisés, entre guillemets, et accompagner leur temps ou leur période mélancolique par ces modes de vie. Donc voilà, certains même viennent en consultation avec leur bagage, ou d'autres préfèrent rester et nous accueillir à travers la toile de tente, ou bien enfin certains adoptent non pas un moi-pot mais un toi-pot qui leur permettrait de se protéger de leur dépersonnalisation. Également, si on doit les mettre dans ce chapitre-là, les psychoses au sens des troubles de l'humeur dans leur accès mélancolique ou maniaque. Donc là, on en connaît quelques-uns qui ont plus ou moins bien fini. Ils ne sont pas encore à la rue, mais on voit bien que lorsque l'on rencontre des bipolaires, eh bien, l'exclusion n'est qu'une forme d'évolution de leurs troubles, et pour le coup, eux sont peu refusants et acceptent facilement l'hébergement, et notamment l'hébergement en collectivité. Donc vous voyez, il n'y a pas de copier-coller sur l'accompagnement des psychotiques à la rue, ce d'autant que certains présentent des troubles très difficiles à évaluer, parce que entourés d'alcool, parce qu'entourés de cannabis, parce que traumatisés, psychotiques et addicts, il est difficile de tirer quelques conclusions et surtout pas de diagnostic hâtif, et souvent on se retrouve face à des états de dépersonnalisation qui là pour le coup sont des bouteilles à l'encre. S'agit-il de différents états psychotiques? Certains parlent de désafférentation, d'isolation sensorielle, et là les médicaments bien sûr n'apportent pas grand-chose, et c'est plutôt, s'ils ne sont pas psychotiques, un maternage, un accompagnement quasi, archaïque, où il faut leur montrer de la lumière le jour, de l'obscurité la nuit, de la chaleur, de la fraîcheur, de la température, de l'humidité, bref, tout ce qui fait l'homéostasie de chacun.
Alors, certains ont discuté, s'agit-il de psychose traumatique à la rue rend-elle schizophrène? Certainement pas, mais elle fait souffrir. S'agit-il de psychose conversive, comme on le voit en prison, par exemple, avec des syndromes de Ganser, ou certains ont parlé de psychose carcérale hors les murs, c'est-à-dire tout ce que l'on peut rencontrer à l'intérieur des murs est aussi tout à fait descriptible dans les mêmes termes hors les murs. Alors en chiffres, eh bien justement cette étude que nous avions faite il y a quelques années, l'hiver 2009-2010, avec entre autres Marie-Jeanne Gage, juste la première ligne, 32% de troubles psychiques ou psychiatriques sévères, 40% dans les 18-25 ans, sur un échantillon de 850 personnes rencontrées. Et la deuxième ligne, 13% de psychotiques, alors que la population générale, c'est 1,5, 2% si on y inclut les schizophrénies dysthymiques. Et sur la droite, vous voyez, sur la tranche des 18-25 ans, 17% de psychotiques. C'est-à-dire que lorsque dans la rue, vous voyez 6 ou 7 adolescents qui tiennent le mur, eh bien, il y en a un qui est tenu par le mur. Donc il va falloir aller à sa rencontre et trouver lequel de ces 6 ou 7 est en grande souffrance. Alors comment faire? Nous, on nous a toujours appris primum non nocere, premièrement ne pas nuire. Et donc toutes les questions autour de l'attentisme, est-ce qu'il faut attendre et à ce moment-là, eh bien, il risque de mourir. La durée moyenne de séjour sur Terre, globalement en France, elle est de 80 ans. La durée moyenne de séjour sur Terre des gens à la rue, elle est de 46 ans. C'est-à-dire qu'on se trouve avec un décalage de 34 ans d'espérance de vie, ce qui n'est quand même pas rien dans un pays qui est censé être développé comme la France. Donc voilà, ne serait-ce que pour cette raison-là, ils ont besoin d'être accompagnés, ils ont besoin d'être rencontrés et d'être aidés. Donc attendre peut les conduire à la mort. Mais en même temps, l'interventionnisme, eh bien, on voit que ça peut aussi conduire à la mort. C'est toujours l'exemple des syndromes de Diogène que l'on accueille très très rapidement, que l'on fait sortir de leur lieu de vie ou de la rue de façon très très brutale. Et on sait qu'au bout de 6 mois, 1 sur 2 est décédé. Donc c'est bien aussi d'être mort guéri, mais enfin... C'est pratique pour augmenter sa file active, mais en dehors de ça... Donc voilà, on nous demande d'intervenir. Là, c'est une photo d'une pratique de psychiatrie en Amérique latine, je crois, je ne suis pas sûr. Voilà, où on nous demande de nettoyer les rues. Mais c'est plus soft en France, vous voyez, c'est le préfet qui dit, écoutez, docteur, vous nous dites que ce sont des personnes qui sont traumatisées, voilà, et donc il faut donner les cellules d'urgence médico-psychologique pour aller à leur rencontre, ce qui n'est pas non plus la bonne solution. Et puis je pense que c'est important de se coordonner, voyez, c'est-à-dire que nous avons les moyens en France, on n'a pas à se plaindre par rapport à vous, notamment venus de l'autre côté de l'océan. Nous avons des moyens, le seul problème c'est que nous sommes souvent en conflit de compétences, nous sommes souvent non coordonnés et on voit bien qu'à cause de cela, nous avons une notion de harcèlement d'assistance, voire de harcèlement humanitaire, qui fait qu'on a un effet collatéral qui est désagréable par rapport aux moyens que l'on a et à l'efficacité que l'on peut en tirer. Donc il y a quelque chose à travailler autour de la coordination entre nous. Alors on a beau connaître toutes les règles du code de la route, bien sûr. Parfois on se trouve dans des situations un peu complexes. Comment faire, comment accompagner? Eh bien, c'est du cousu humain. C'est pas du prêt-à-porter avec les psychotiques à la rue. C'est de la fine dentelle. C'est de la haute couture. Alors, eh bien, comme l'exorciste, il faut peut-être aller les rencontrer. Est-ce qu'il faut du soin ou est-ce qu'il faut du lien? Et c'est toute la difficulté avec eux, parce que parfois ils ont besoin des deux.
parfois que de l'un ou que de l'autre. Alors faut-il housing first, d'abord les héberger? Faut-il les traiter d'abord? Faut-il les accompagner d'abord ou les faire travailler d'abord? Chacun y va de son expérimentation ou de son expérience. Moi, je pense qu'il faut tenir le lien d'abord, c'est-à-dire binding first. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Merkel, pour cette très belle présentation, à la fois très sérieuse et en même temps avec ce soupçon d'humour et cette provocation qui nous pousse à penser. D'ailleurs, je pensais, en vous écoutant, à une statue de la Havane, El Caballero de Paris, c'est-à-dire ce Parisien qui, dans une errance, s'est retrouvé à la Havane, a pu vivre dans les rues et en est devenu une statue que tous les touristes aujourd'hui peuvent contempler. Bon, voilà, c'est un petit clin d'œil. Je vais tout de suite, pour ne pas perdre de temps, passer la parole. Nous avons 3 séquences vidéo sur l'implication des patients dans une association de secteur, être à la hauteur de l'invention subjective et l'accompagnement thérapeutique dans les abîmes du social. Je propose 10 minutes peut-être par séquence vidéo pour qu'on ait le temps de discuter, je dirais, à la fin de la table ronde. Et donc, je ne sais pas où est Monsieur Guillaume Simon. Il est là, voilà. Et donc, de venir nous présenter... ça, Deux vidéos et moi. 2 vidéos et moi. 2 vidéos? Je n'ai pas de vidéo. Ah, d'accord, pas de vidéo. D'accord. Bon, on improvise. Mais peut-être d'abord passer la parole à Monsieur Guillaume Simon, qui va nous parler de l'implication des patients dans une association de secteur. Monsieur Guillaume Simon est psychiatre, président de l'association Vivre en Ville, du centre hospitalier Les Murets en France. Donc peut-être pour 10 minutes si c'est possible. Merci beaucoup. D'accord. Vivre en Ville est une association créée en 1984 sur le 2e secteur du Val-de-Marne. Il s'agit d'une association de secteur au sens de l'article 93 de la loi du 4 mars 2002. À ce titre, elle réunit des soignants, des patients et des tiers autour de l'objectif de la réinsertion et du maintien dans la cité de personnes pour qui la souffrance psychique a été une cause d'exclusion sociale. Au cours de son histoire, Vivre en Ville a tenté de répondre à cette question de l'insertion de diverses manières. Initialement, ce fut par le biais d'appartements associatifs, puis en tissant des partenariats avec les villes pour créer des ateliers thérapeutiques dans les centres culturels des communes où interviennent des soignants et des artistes professionnels. Depuis 2012, c'est un peu plus sous l'angle politique que nous avons essayé d'aborder cette question de l'insertion. D'une part, sous l'angle de la citoyenneté et de la participation des patients aux décisions les concernant, d'autre part, sous l'angle de la déstigmatisation et des représentations sociales de la maladie mentale. Ceci nous a conduit à 2 idées. Première idée, essayer de faire de l'association une sorte de porte-voix pour la parole des patients dans l'espace public. Et ce faisant, essayer d'œuvrer à notre échelle pour changer certaines représentations qui circulent dans la société à propos de la maladie mentale. La seconde idée découle de la première, c'est que les patients du secteur puissent s'investir le plus possible dans la vie de l'association, dans son fonctionnement, mais aussi et surtout dans les décisions qui y sont prises. Autrement dit, que les patients puissent y exercer leur fonction de citoyen. Tout ceci nous a conduit à redéfinir le mode de fonctionnement de l'association. Il s'agissait de préciser le rôle de ces différentes instances, AG, CA, bureau, commission, à la fois pour rendre plus lisible le cheminement des processus de décision, et à la fois pour diversifier les places et les fonctions susceptibles d'être occupées par tout adhérent, selon son désir, quel que soit par ailleurs son statut vis-à-vis du soin. Soignants, patients ou tiers. L'idée clé étant celle de faire ensemble.
Il ne restait plus qu'à essayer de mettre en œuvre ces idées. Ce que l'on peut dire aujourd'hui, après 5 ans de ce nouveau fonctionnement, c'est qu'il a permis quelques belles réalisations concrètes. Citons par exemple la création d'un café philo à la bibliothèque de Nogent, où il réunit chaque mois des patients et des lecteurs de la bibliothèque. Citons encore la réalisation d'un film documentaire avec la réalisatrice Cécile Philippin, intitulé Vivre en ville, film constitué essentiellement de témoignages d'une quinzaine de patients suivis en psychiatrie à propos de leur expérience quotidienne vis-à-vis du logement, du travail, du soin ou des relations avec des proches. Mais surtout, au-delà de ces différentes réalisations, ce nouveau fonctionnement s'est avéré très fécond au quotidien. Les patients sont plus nombreux à y participer et s'y intéresser au fil des années. La parole circule différemment que dans les autres espaces de soins. Écoute, bienveillance, parler sans crainte d'être jugé sont des mots qui reviennent tant du côté des patients que des soignants. Par ailleurs, le fait d'entreprendre ensemble des projets vis-à-vis desquels être soignant ne confère pas de savoir particulier, comme la réalisation d'un film ou l'organisation d'un loto, modifie les rapports, que ce soit entre soignants et soignés ou bien entre les soignants eux-mêmes. Au final, il nous semble que la fécondité que nous expérimentons n'est précisément des ambiguïtés qui ne cessent de surgir à tenter ainsi de juxtaposer 2 cadres juridiques différents. Celui de l'organisation des soins qui considère des patients et des soignants et celui du cadre associatif qui ne connaît que des citoyens. Vivre en ville est une association qui ne vieillit pas, qu'elle a su et sait s'adapter aux besoins des patients en fonction des nouvelles donnes de la société et des politiques. Elle est à leur écoute, au plus près d'eux. Elle innove sans cesse, prêt à accompagner quiconque dans son projet s'il est adopté par un vote au conseil d'administration. C'est ensemble qu'on prend une décision. L'association crée alors une commission pour approfondir une question particulière ou réaliser un projet. Dans toutes les réunions, les voix des uns et des autres a la même valeur lors des votes, souvent pratiqués pour entériner ou faire avancer un problème ou une idée, une personne, un vote. Je suis membre en qualité de patient. Tant que je peux le faire, je souhaite prendre ma destinée en charge. Je tiens à apporter, d'une part, mon savoir de patient, j'ai le vécu de mon mal-être, je sais de quoi je parle. Et d'autre part, en dehors de ma souffrance psychique, j'ai d'autres facettes. Je suis un être à part entière qui résonne et dérésonne comme tout un chacun avec les émotions communes à tout le monde. Plus je développe ces autres facettes, plus la facette souffrance psychique régresse. Je ne suis jamais jugée et jamais ne me vient l'idée d'être déconsidérée pour avoir eu telle idée ou telle autre. Je suis mise en confiance, je peux prendre la parole sans avoir honte de mes idées. Entre les personnes règne convivialité et respect. Vivre en ville s'adresse au tel que tu es de la personne. Merci beaucoup pour ce témoignage qui, au fil des communications, nous montre bien comment, au fond, il faut tisser des liens, mais avec quelle distance, sans intrusion ni abandon, avec quelle éthique, mais aussi avec quelle parole. Et c'est important de donner cette parole, je pense, aux patientes et aux patients. La deuxième séquence vidéo sur l'accompagnement, c'est donc Mariana Alba de Luna, je ne sais pas, psychanalyste, chargée culturelle de la main à l'oreille, association des parents, amis et personnes autistes. Primero voy a hablar y después pasaremos la video. Pero no más de 10 minutos. Claro, Vale. 5 minutos yo. Perfecto. Perfecto, muy bien. Aunque hablo también francés, me da mucho gusto hablar, intervenir en español. Soy mexicana y me da mucho gusto compartir esto con los que lo puedan oír.
Yo soy miembro cofundadora de la Asociación de Padres, Amigos y Personas Autistas que se llama La Mano en la Oreja en Francia. La cofundamos con Mireille Batu, que es la presidenta, es madre de un niño. Yo soy hermana de una mujer autista que vive en México con mis padres. Esta asociación tiene ahora 5 años y fue creada en Francia cuando todos ustedes saben, se creó la batalla del autismo y cuando se decidió por el gobierno que era el año, la causa del autismo. Primeramente no pensamos que era una necesidad de hablar de nuestra vivencia personal, de ser padres, familias, hermanas de personas con autismo, pero lo que pasó y pasa en Francia nos impulsó a dar testimonio, a hacer acto de ello. Y eso nos ha llevado como primer punto a acompañar. Es por eso que estoy invitada hoy y agradezco a Alberto Velasco de esta invitación y a la COFAL, porque también soy parte de la Asociación Franco-Mexicana de Salud Mental. Estoy aquí por eso también. Bueno, les quiero hablar de este chico que vamos a ver, no lo ven ustedes, yo lo veo aquí. Es el seguimiento de un niño durante 13 años, ahora tiene 17 años, se llama Enzo Schott. Puedo decir su nombre porque él me lo autoriza y porque él está muy orgulloso del trabajo que ha hecho. Es un niño que yo encontré cuando él tenía 4 años en Instituto Médico Educativo, y no hablaba, gritaba, no sabía cómo expresar lo que le pasaba. Y las primeras palabras que él pudo decir fue una serie de palabras juntas, como colapsadas. Nosotros sabemos que en el autismo hay algo de eso, de las palabras que se pegan entre ellas. Y la palabra que él dijo primero es roto, casé. Fue la primera cosa que dijo. Y después, en función de eso, le empezó a hacer creaciones con Playmobil, con pedacitos de madera, con cosas que podían crear algo que pudiera contenerse. Y eso era la imagen de su cuerpo que caía al mismo tiempo. Después de un tiempo, como solo tengo 5 minutos y una historia de 13 años sería muy larga de contar, la segunda palabra que es muy importante, que él inventó, y ese es su acompañamiento. Lo que quiero decir es que yo no invento ningún acompañamiento terapéutico. Él me ayuda a inventarlo junto con él. Es seguirlo a él lo que es el acompañamiento terapéutico con los chicos autistas. Yo no lo metería en el lado de ningún lado psiquiátrico. Para nosotros tenemos una posición que el autismo es una forma de ser, que sean causas genéticas, que sean históricas, que sean en el medio ambiente. No es nuestro problema, la ciencia está para ello. Nuestra función para nosotros es acompañarlos para incluirlos con lo que usted decía ya, con un espacio ciudadano con los otros, y no del lado del déficit, pero del lado de la creación. Y todos los chicos, niños, adultos, jóvenes que acompañamos en La Mano en la Oreja y que yo como profesional, psicóloga y psicoanalista he encontrado, me han enseñado eso, que lo que es necesario en el acompañamiento terapéutico es sostener sus invenciones, sus creaciones. Entonces, la segunda palabra que él pudo inventar, que era como respuesta a eso que enigmáticamente lo rompía del interior, fue subir arriba. Un día dijo eso, Monte O. Y con esas palabras empezó a organizar su mundo, porque Monte O podía ayudarle a decir que suba, que le sirvamos coca en el vaso, porque el líquido sube. Es una lógica. Subir Monte O es para que le cerráramos el suéter. Es muy lógico, el cierre sube, ¿no? Para que lo tomamos en los brazos, nos decía Monte O, sube arriba. Cuando aventaba algo, sube arriba. Entonces vemos cómo la lógica del autista nos enseña que hay cosas que resumen. Ellos quieren resumir lo que los hace en pedazos. Este seguimiento sigue actual. Y en relación con esas palabras, un día le encontró la cámara fotográfica que yo traía sobre mí y me la quitó.
Y eso es muy importante, dejarnos tomar algo de nosotros que a ellos les va a completar de una cierta forma. Y lo dejé hacer, y como algunos de ustedes saben, muchos chicos autistas no necesitan con las máquinas que les enseñemos nada. En 2 segundos él supo manejar la cámara fotográfica numérica y se puso a hacer fotos maravillosas, preciosas. Y de ahí me enseñó aún más en lo que es el acompañamiento, cómo ellos, y mi hermana me lo había enseñado también, se fijan en un pequeño detalle que nosotros no sabemos ver. Y él se puso a hacer fotos de lo roto, lo fracturado, o por ejemplo ir con el zoom al negro, por ejemplo, hasta adentro, abolir la forma de la blusa y poder así hablar y decir negro, azul, rojo. Así nacieron las palabras con la imagen. De ahí él se puso a trabajar en la computadora y se volvió lo que Jean-Claude Malval, quien lo conoce, es su doble, es su compañero más que yo. Yo lo que he hecho he sido acompañarle con eso, y sus invenciones y sus creaciones son tan bonitas, tan estéticas, que ahora se ha vuelto un artista autodidacta. Nadie le enseñó de lo numérico, hace videos, la gente que lo ha visto, artistas, cómo hace videos él de imagen por imagen y después las pasa en una velocidad rápida y es un diaporama, y hace películas en las que él se salva de la catástrofe, del ocase, de lo roto, y la solución al roto es subir arriba. Entonces se volvió un experto de todo lo que es alturas, edificios, montañas, cifras. Ahora él trabaja con un programa que ustedes conocen, un juego muy conocido que muchos autistas adoran, que es Minecraft, y él escogió la forma de jugar solo, porque si hay otros que vienen a jugar con él, le van a destruir su mundo. Y él se creó un nombre y un cuerpo construyéndose esta ciudad que él llama Enso City. Y en Enso City trajo la Torre Eiffel, trajo el Banco de China, que no sé cuántas alturas tiene, trajo la Torre de Chicago, y él las construyó cubito por cubito, unidad por unidad. ¿Qué puedo decir más antes de dejarlo a él mismo hablar? Para nosotros contenir no existe, es la obra del autista lo que lo contiene. Sostener las creaciones del autismo es su contención para ellos. Si ayudamos a estos chicos, a estas personas, a ayudar ese fundamento que los mantiene vivos, les hemos sido de gran ayuda. Estas 2 palabras de Enso, o roto, subir arriba, son las 2 palabras, los 2, diríamos, significantes o signos que construyen su vida, y alrededor de esas 2 palabras sigue desde 13 años construyendo, y ha hecho de eso un mundo. Nosotros, cuando hemos pasado por un psicoanálisis, sabemos que cuando podemos extraer nuestro significante amo, sabemos lo que nos sostiene. Enso, él lo hizo así. Para nosotros la respuesta es tal vez hacer un análisis de 50 años, de 20, de 10, no sé. Él, su respuesta es construir. Entonces les voy a dejar descubrir uno de sus últimos. Él tiene una página Facebook y como quería, él así descubrió la necesidad de hablar. Antes le parecía innecesario. Ahora quiere hablar y se esfuerza por hablar porque quiere mostrar sus obras. Yo un día le pregunté, bueno, Enso, ¿y Facebook de qué te sirve? Y me dijo, quiero mostrar mi trabajo. Y tiene una cadena, ¿se dice? Cadena YouTube, donde sube todas sus invenciones, y él quiere ser un buen youtuber, como todos los jóvenes. A veces quiere destruir todo porque ahora lo que pasa es que descubrió la temporalidad del tiempo. Y entonces él dice, los buenos youtubers hacen un video por semana, y él es tan preciso, van a ver su trabajo, tan preciso que hacer una video como esta le tarda mucho tiempo. Entonces a veces dice, yo soy muy mal youtuber, voy a destruir todo. Entonces
Hay límites también, pero todo esto estructura su tiempo. Es un chico que ya expone en museos como el Museo de Arte Contemporáneo de Belfort, en arte moderno, y ahora es más conocido. Les dejo descubrir su trabajo. Pueden cortar a los 5 minutos, porque dura bastante. Eh bien, salut à tous, j'espère aura bien. Et aujourd'hui, où je vous retrouve pour un nouvel épisode 5 sur Construction Exo City saison définitive. Je suis hyper méga longtemps, j'ai pas fait vidéo. Parce que je visais partir aux vacances pendant 2 semaines. En tout, j'ai vraiment pas eu le temps à cause de période, mois septembre, une rentrée scolaire. Bon, aujourd'hui, pour faire des putains wall tour, de visite guidée de ma ville. Parce que j'ai vraiment fatigué pour faire construire des gros bâtiments et tout ça. Et aujourd'hui, intéressant, parler, projet, n'hésitez à, comme, oh punaise, comment dire, attendez, ne parler dans Facebook, parler pour projet, et des affaires. Moi, c'est vraiment, c'est pas grave, je me souviens de quelle date, en tout ça lag, oh là là, what? Pourquoi ça? What? Ah, attendez, je commence, moi, redner un petit peu comment redner. Non, c'est pas ça. Le graphisme, non. What? C'est quoi délire? Sans sonner. Non. What? Déjeuner, ça lag, je sais pas pourquoi. Bon, aujourd'hui, d'abord, aujourd'hui, on fait petite visite guidée ma ville. La première chose, mon immeuble. J'ai été construit, ah ouais, j'ai douté de détails plus tard, voilà, hop. Voilà, en plus, oh là là, what? Non, pas du tout, voilà, ne baissez le son. D'abord, je construis les immeubles, j'ai refait un petit peu. Ah, par contre, j'ai refait une case d'escalier. Avant, c'était très moche, pas de détail. On refait un peu plus joli, des gris verts, c'est très joli. J'ai ajouté des trucs à 11, à 20, etc., etc. Ça, c'est le numéro appartement, voilà. Bon, je vous montre ce coup de dernier étage. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? What? Je sais pas comment solution. What? Je sais pas c'est quoi, c'est rape, peut-être. Voilà. Ah, n'hésitez pas à regarder vidéo épisode 3, trappel et construire décoration de l'appartement. Voilà. J'ai vite des guides appartement. D'abord, salon. Voilà. Avec de nouvelles escaliers. Ensuite, la cuisine. Voilà. Avec des frigos américains. What? Pourquoi les maintenant? Ah oui! Ah ouais, trop de dévié. Ah mince, j'ai fait n'importe quoi. Bon, c'est pas grave, du coup, raison en off, voilà. Ça, c'est la vaisselle. Ça, de four avec de hot. Ah, c'est vraiment bizarre. N'hésitez pas des carpettes en béton pour faire des jolis détails, tout ça. Non. On monte l'escalier après. Voilà. Le grand couloir. Ah, il est un peu vide. Ça, c'est un petit problème. Moi, c'est ça, problème, les pièces, il est vide. Il y a encore une pièce vide. Un grand tableau. Voilà, intéressant, c'est ma chambre. Voilà. Voilà, intéressant. Ah ouais, je vous montrer la carte France. Comment vous faire pour faire la carte France comme ça? Je vous montrer après. Je téléporté après plus tard. Voilà. Voilà. Ah ouais, trappez ça, c'est mon laptop. Avec mon PC portable. Ah ouais. Ça, c'est 3 réseaux sociaux. Facebook, YouTube, Skype. Voilà. N'hésitez pas dans Facebook, mon lien dans description. Voilà. Ça, c'est le petit endroit pour papier mousse. Voilà. Voilà. Ça se coffre pour remplir papier mousse, tout ça. What? C'est vraiment bizarre. Pourquoi ça lag autant? C'est 60, sans, comment dire, sans faire filmer. Il y a beaucoup EPS. Et en train de faire filmer, moins EPS. C'est vraiment bizarre. Je sais pas pourquoi. Voilà. Voilà. Ah, pourquoi il y a construit, installer bannière? Parce que c'est pour éviter moins écho pour faire vidéo. Ça, c'est bien. C'est important. Voilà. Ah ouais, j'avais des caméras pour surveiller ma cendre, pièces, tout ça. On monte étage. Voilà. Ça, c'est pièce, comment dire. Attendez, ça gratte. Comment déjeuner. Voilà.
Bueno, podemos cortar para que se den una idea del trabajo fenomenal que la hacen. Merci beaucoup pour cette belle illustration. Comment c'est important de soutenir la créativité, avec évidemment la question de quel monde construire, quel lien construire con nosotros, comment vous dites, hein, avec l'autre. Quel autre? On verra peut-être tout à l'heure, hein, avec quel autre. C'est fondamental en tous les cas de reprendre ces questions-là et d'aller vers, de rencontrer, de s'engager dans la durée avec les patients. Pour terminer, peut-être parler donc avec Juan Manuel Rodríguez, l'accompagnement thérapeutique dans les abîmes du social. Vous avez la parole. Gracias. Bueno, en principio, muchísimas gracias a todos, a la COFALP, Alberto. Le puse el acompañamiento terapéutico en los abismos de lo social, políticas de una clínica posible. Dedico este trabajo, mi trabajo, a más de 1 millón de gentes que salieron a las calles en el terremoto para salvar a la gente. Igual yo. Con mucho cariño. Tuve el honor de participar en el primer encuentro entre el Hospital de Santán y un grupo mexicano hace 20 años, gracias a la iniciativa y a la inquietud de mi amigo Alberto, que nos hizo una invitación en el centro de accueil del sector 3. Ya veíamos en ese entonces la eficacia de este dispositivo con pacientes psicóticos, cambios radicales. Mi desafío aquí con ustedes en una reunión científica es cómo transmitir algo que en su esencia no se trata de reducirlo a un entender, como una técnica, a un savoir-faire. Se trata de crear con el otro. No solo la técnica o la ciencia opera, se trata de una clínica multidisciplinaria, más allá del objeto cualquiera de una sola ciencia. Es un trabajo de equipo, una lógica que anima el retorno a lo social. Como una manera eficaz de trabajar, habría que preguntarnos siempre cómo opera nuestra presencia. Acompañar también se produce con todo el equipo tratante. Frente a la angustia de un pasaje al acto, por ejemplo, también a mí me acompañan en tanto analista. Acompañar es fundamentalmente una política, una posición ética frente al dolor, frente al otro, frente a la miseria. ¿Cómo podemos incluir entonces como una técnica un concepto como la dignidad, de lo que no podemos permitir? Entonces, si contamos con eso, qué profunda soledad se rompe. Y voy a dar cifras al final, no es solamente una posición que pretende ser humanista, hay una eficacia, porque siempre comenzamos con una situación más que con un paciente, con una nosología, en donde somos un objeto más del mundo, un objeto móvil. Para ese que delira, para ese que está en pena, en dolor, y para la familia. ¿Quién es este loco que llega? ¿Qué es lo que nos va a traer? Somos un loco para loco. Hay que poderlo asumir. Somos los que vienen de afuera, alienados, alienistas. Somos quien reinauguramos esa exterioridad. Como decía Marqueuil, sans dehors, sin exterior, hermético, hacia adentro, incomprensible esa situación en un principio y llegamos, como llegamos a los edificios caídos. En el caso de la psicosis en un contexto incestuoso. Primero, escuchamos desde la mostración. No podemos entender, pensar
y escuchar. Escuchamos. Y el dejarse llevar por el otro, hasta lo infinito, hasta no entender. Sin entender. Es muy importante en ese principio, porque el otro no tiene nada que transmitir, no puede pensar, se obedece, se fusiona al mundo, a ese mundo, a la orden y el orden. Entonces, la manera de estar, être, ser y estar, la manera de las dos cosas, es crucial como un efecto que produce en el universo de las formas, un objeto más que hace circular la palabra. ¿Qué efectos tiene la mirada? ¿Cómo lo devolvemos la mirada? ¿Qué efectos neurolépticos tendría? Entonces, con la insistencia, con algo parecido al amor, que es lo más loco y lo más necesario, con algo podemos apostar a que aparezca el tercero. Y cuando aparecemos en el horizonte de su discurso, no aparece uno, aparecen dos, el que mira y el objeto mirado. Ese es el origen del lazo social, el principio. Un otro que aparece como una función del lenguaje, uno distinto al que lo ha traicionado, siempre, que lo ha desposeído. El otro de este AT hace aparecer una presencia esperanzadora que deviene un articulador. Así, en el psiquismo puede apostar, podemos en plural, a un futuro distinto. Entonces, la eficacia es ir uno por uno, momento a momento, en la situación, en lo social. Así, escucharlo es no dejarlo solo, acompañando aún en su propia ausencia, en la más profunda soledad. Una analogía. El clínico y el músico comparten el hecho de que para escuchar es necesario dejar de pensar, y nuestra práctica es en gran medida escuchar. ¿Sí? Entonces, etimológicamente, acompañar significa compartir el pan. Hay algo del cuerpo ahí. Así, cuando nuestros pacientes han fracasado en ese siempre el lugar del otro, la llegada de una manera diferente, de una mirada diferente, hace posible la restitución del lazo social. Entonces, la eficacia no es solamente estar o no estar, sino cómo estar, cómo escuchar, qué dice nuestro cuerpo, qué sabemos en el estómago, no en la razón, solamente en la razón que también necesitamos en su momento llegará. La forma de la presencia es crucial. Entonces, pero poder acompañar significa estar dispuesto a tramitar el orden y la orden que imponga el amo del delirio, encarnado en ese paciente, uno a uno. Entonces, ¿por qué llamé a mis trabajos abismos? ¿De qué abismos se trata? Entonces, uno, el abismo del saber. Como decimos en México, ¿a qué santo ¿no? ¿A qué santo me propongo? ¿A qué santo le rezo, no? O sea, un delirio del saber, porque el delirio no está hecho para el saber, para entender. Él sabe todo, ¿no? Entonces, hay un problema epistemológico ahí, el abismo de lo social, ¿no? Como vimos en las fotos. Pero no tienen que ser pobres o no tener dinero. También los millonarios tienen esa soledad. Se refiere a otra cosa. No es la cuestión económica. El abismo del narcisismo, fondré, ¿no? Caído, destruido, ¿no? Entonces, hay alguien que viene con otra apuesta, con una soledad, estos pacientes desde la prehistoria, de los dioses, ¿no? El abismo también, el abismo del otro, en una decepción histórica. Entonces, ¿cuál es nuestra condición operatoria? Nuestro otro. ¿Cómo se juega ahí? Porque sabemos, si somos honestos, que el caso más difícil de nuestra vida somos nosotros mismos. El primer y el mayor desafío
es atender nuestros propios demonios, porque desde ahí escuchamos y desde ahí podemos crear. Entonces, después, como profesionales, en esta profesión de lo íntimo, podremos hacer estrategia, ¿sí? También nuestros fantasmas hablan, nos ayudan. Quiero dar solamente unas cifras. En Tijuana trabajamos con los más desposeídos de todas estas, de lo social. Ni siquiera tenían nombre, tenían apodo. Era el Tuercas, el Macanas, habían perdido toda función de lazo social, alcohólicos viviendo en la calle, ¿no? Empezamos a trabajar, bueno, empezaron ellos, que tienen el mérito, yo los acompañé, a de repente buscar el registro federal de causantes, la inscripción al Estado, para poder tener un servicio médico, por ejemplo, ¿no? Entonces ellos, con el acompañamiento, llegaron inclusive a un momento actual en que estos sujetos que no tenían ni el nombre, supieron cómo se llamaban, ¿no? Recordaron cómo se llamaban, ¿no? Y pudieron tener eventualmente un lugar distinto, más digno. Por eso la dignidad es un camino en esto. En Querétaro, también con adictos que vivían en la calle, la eficacia era 0.03%. Pasamos de eso a un 76%, 76%, ¿no? Entonces, acompañar desde cualquier lugar es tener una cierta fe en el sujeto que nos permite apostar, como hace el poeta, al apalabrar desde los abismos del lenguaje. Así, el estilo se inventa, como el músico que comparte los laberintos del arte en la invención de la escucha, que también implica inventar una voz generalmente discreta, que puede lidiar con los demonios, a veces con el arma de dejarlos hablar hasta que se escuchen. Gracias. Muchas gracias. Merci beaucoup pour ces différents témoignages qui nous montrent, je dirais, chacun à leur façon, comment finalement il nous revient de construire des ponts sur l'abîme ou sur les abîmes. Comment partager nos solitudes. Je vais passer la parole au docteur Luc Fauché, chef de service de l'Institut hospitalier de psychanalyse au Centre hospitalier de Sainte-Anne, pour amorcer la discussion. Merci. Alors, c'est une table dense, hein, avec beaucoup d'interventions, donc c'est compliqué comme ça de rebondir sur chaque intervention, mais je voulais d'abord remercier tous les intervenants sur cette question assez centrale de l'accompagnement thérapeutique. On voit que c'est devenu quelque chose de plus spécifique depuis l'Argentine, mais c'est quelque chose qui évidemment concerne tous les professionnels qui ont affaire aux faits psychiques. Ce qui est remarquable là dans toutes les interventions, c'est quand même cette question de le courage de ces praticiens, et de l'inventivité quand même. Je suis assez bluffé par l'inventivité de tout, et déjà la première table le montrait, de tout ce qu'on trouve, tout ce qu'on cherche comme réponse aux faits psychiques, à la folie en fait, au réel de la folie, au réel de la psychose. Comment ça suscite chez nous une inventivité incroyable. Et simplement par le fait même que je crois que la psychose et cette pathologie du lien, hein, c'est ce dont on entend parler depuis ce matin, la question du lien qu'on essaye de réparer, qu'on essaye de soutenir, qu'on essaye d'inventer même, hein, par tous les moyens qui ont été exposés là. Alors évidemment, ce lien, il est mis à mal par la psychose, hein, c'est du registre même de la psychose, c'est intrinsèque à la psychose. Dans le durcissement actuel de nos sociétés, il est évident que le lien social est aussi mis à mal et que c'est la convergence un peu de ces difficultés à la fois intrinsèques à la psychose
est à la fois intrinsèque au lien social qui se délite dans ses fondements, qui fait difficulté, mais qui aussi suscite je trouve, cette inventivité. Alors, sur l'accompagnement thérapeutique, Gustavo Rossi, ce que j'ai noté et qui fait le lien avec, encore une fois, tout ce qui s'est passé, c'est ce que vous dites de la réhabilitation du lien social. Vous parlez de quelque chose à la fois d'essentiel et qui à la fois est singulier à chaque sujet que vous rencontrez. C'est-à-dire que quand les intervenants viennent effectivement interroger les malades dans les institutions psychiatriques, ils prennent le temps de repérer toutes les dimensions de la pathologie et prennent le temps d'écouter la parole du malade. Ce qui a été aussi un leitmotiv, c'est la singularité des approches, pas de copier-coller, pas de prise en charge protocolisée. C'est assez marquant. Donc, ce que j'apprécie quand même, c'est que c'est à la fois cette approche qui est au plus près de la singularité de chaque situation, chaque sujet, à la fois un abord qui reste pluriel, multidimensionnel, et qui n'oublie pas évidemment la dimension transférentielle. Parce que quand on a affaire à une pathologie du lien comme la psychose, comme la folie, évidemment, ce qui peut travailler dans le soutien ou la réparation, c'est évidemment le lien transférentiel. Cette dimension n'est pas oubliée dans cette approche thérapeutique. Alain Mercuel, donc, ton intervention aussi très dense, qui pose beaucoup de questions, et sur la pathologie psychiatrique, et sur ses interactions avec le social. Vous disiez effectivement, vous parliez des excès, Gustavo Rossi, vous parliez des excès de la médicalisation qu'on a pu constater en France à un moment, que vous constatez en Argentine. Effectivement, il y a des effets un peu pervers à trop de médicalisation, trop d'institutions dans le traitement psychiatrique. Il ne faudrait pas que ça aboutisse à des choses qui ont pu évoluer sur ce mode-là en France, c'est-à-dire une démédicalisation aussi du fait psychique. Je crois que la désinstitutionnalisation a eu aussi des effets pervers, on va dire, de changement d'une institution à une autre. C'est-à-dire que ceux qui ont quitté les hôpitaux psychiatriques quand les lits ont fermé se sont retrouvés évidemment en partie à la rue, en partie en prison. Et donc on est passé d'une institution à l'autre, et au départ avec des idées d'un humanisme qui n'est pas douteux. C'est évidemment par humanisme d'abord. Un des résultats, parce que ce n'est pas la seule cause de la précarité à la rue, c'est effectivement qu'à la fois on a de nombreux psychotiques dans la rue, à la fois on voit comment c'est difficile de les ramener à quelque chose de l'ordre du lien même, puisqu'il y a une destructivité du lien absolu. Parfois c'est assez irrécupérable. Quand la destruction est allée tellement loin pendant tellement longtemps, je trouve qu'il y a des situations inextricables absolument, mais les interventions de vos équipes précarité montrent que quand même c'est possible de recréer du lien à condition effectivement de ne pas imposer du lien. C'est-à-dire que quand on veut hospitaliser de force ou contrainte, sauf quand c'est absolument nécessaire, un SDF, on voit bien qu'on n'aboutit pas à pas grand-chose. On est dans le forçage. Et donc là encore, la singularité de l'approche que tu soulignes, pas de copier-coller, est fondamentale. Tu disais pas de prêt-à-porter pour les psychotiques à la rue, je dirais pas de prêt-à-porter pour tous les psychotiques. Ça me paraît évident. Et toi aussi, tu parles de réhabilitation du lien social. Alors que faire? Ce qu'il faut... Moi, ma grande question, c'est on a une constatation de la situation, on intervient sur une situation de grande précarité, et en même temps, on voit bien que ce qui met en place cette grande précarité, il n'y a pas d'intervention sur ce qui met en place cette grande précarité, et qu'il est difficile aussi de faire sentir au pouvoir public, mais là je pose la question à Alain, de faire sentir au pouvoir public comment cette précarité a de multiples dimensions, et pas seulement sociale, et pas seulement l'alcool, et pas seulement les drogues, mais effectivement quelque chose au cœur intrinsèque de la folie, qui est de la rupture du lien social. Est-ce que c'est quelque chose qui est transmissible, ça, au pouvoir public? Est-ce que ça peut avoir une implication dans les politiques aussi bien sociales que sanitaires?
C'est une grande question, mais il vaut mieux y croire que de laisser tomber, en tout cas. Alors, les 3 interventions suivantes. Juste quelques points pour laisser ensuite la parole à la salle. Donc le docteur Simon, ce que je trouve assez remarquable, c'est évidemment ce mouvement vers la déstigmatisation, évidemment l'implication, qui ne fait plus de doute, en tout cas ici, des patients dans leurs soins. C'est faire le pari que les patients ont quand même un savoir sur leurs troubles, un savoir sur ce qui pourrait leur être bénéfique, et que le savoir n'est pas tout du côté médical. Et ça, je trouve intéressant de souligner ça, surtout pour un psychanalyste. C'est évident que le savoir soit du côté du sujet qui vient consulter du patient, c'est une évidence. Mais que vous fassiez le pari de prendre en compte cette parole, ça me paraît très fondamental. Lacan disait de Freud que c'était celui qui avait pris le pari de faire crédit au psychotique, à la parole du psychotique en tout cas. Donc vous aussi, dans votre projet, dans votre réalisation, je crois que vous faites le pari de faire crédit à la parole du psychotique, à la parole des patients qui vous consultent. Minecraft, évidemment, je suis sensible parce que, la vidéo, moi j'ai un fils qui me fait visiter aussi son monde intérieur à travers ses inventions Minecraft. Il n'y a pas de grande différence, je veux dire, avec ce qu'on a vu là dans la vidéo. Mais ce que je soulignerais, c'est que là, vous faites un autre pari, c'est celui de l'inventivité et de la créativité, cette fois-ci, chez les sujets psychotiques, ce qui va vers une idée que moi je défends absolument, c'est-à-dire d'arriver à penser les troubles psychotiques, l'autisme et la psychose adulte, pas seulement en termes de déficit, mais en termes d'inventivité et de créativité. Et on le voit dans la société, même en dehors des cabinets ou des hôpitaux, comment effectivement cette créativité est à l'œuvre, même dans la psychose. Il y a pas de, c'est pas que le déficit, la psychose, loin de là. Et la dernière intervention, évidemment, qui rappelle la position éthique du soin, la dimension éthique du soin, là aussi difficile probablement à transmettre. Charles Alezra, tout à l'heure, disait qu'il faut arriver à faire savoir et arriver à transmettre un peu ce qu'on sait et ce qu'on fait. Et moi, je dirais qu'il faut arriver à le transmettre et au public, mais aussi au pouvoir public, pour qu'on puisse avoir une prise, effectivement, sur ce qui nous concerne, c'est-à-dire la vie de nos patients, en tout cas. Après, si ce délitement du lien social, j'insiste dessus, ce que vous avez rappelé, ce à quoi on peut rendre hommage, effectivement, c'est ce qu'on voit quand même à Mexico, effectivement, qu'on a beau avoir un lien social qui s'est délité dans le monde, l'expérience mexicaine où effectivement tout le monde est sorti pour aider son voisin, aider ceux qui étaient dans la difficulté, montre que le lien social face à l'adversité, il sait rester fort et puissant. Voilà. Quelques éléments. Je laisse la parole au public s'il y a des questions qui surgissent. Allez-y, oui. Le quería solo decir a Juan Manuel que la frase, Juan Manuel, aquí, que la frase que estabas buscando es ¿a qué santo me encomiendo? Ah, sí. Pero ¿Cuál no es llegó, tu santo? pero no llegó. No, No llegó. ¿Qué santo me confío, no? en México es me Sí, encomiendo. gracias. Sí. Bonjour, donc Nadia Romero, je fais partie aussi de l'association franco-mexicaine de psychiatrie santé mentale. Je travaille dans un service d'accompagnement de la vie sociale SAVS depuis 11 ans.
Et j'étais en train de réfléchir et j'ai fait un petit jeu de mots et je me disais que la différence, en fait, quand on met en avance la différence, ça nous amène un petit peu à la indifférence. Et j'ai retenu cette idée de la prévention de l'exclusion. Je suis dedans parce que j'ai fait des recherches, je m'intéresse c'est un sujet à part, mais la homoparentalité. Et je me disais que justement, je n'avais pas d'informations, je n'étais pas du tout dans l'empathie d'une manière. Là, on a parlé beaucoup de choses, mais l'empathie, ça fait partie de l'accompagnement, je pense. Et tout ça pour vous dire comment on pourrait vraiment arriver à cette prévention. Je pense que par rapport à ça, il manque beaucoup d'informations. Et comment dans la cité, dans la mairie, on pourrait mettre en place des actions pour être mieux informés sur tout ce qu'on a parlé aujourd'hui, qui existe et qu'on fait, et qui soit... Enfin, je ne sais pas, de ma petite position, j'ai envie de vous partager ça, de comment, en effet, le fait de ne pas connaître nous amène à être indifférents des fois, ou pas vouloir connaître. Je ne sais pas. Merci beaucoup. Oui, une question. Oui, Federico Ossola, moi, c'est pas une question, c'est juste une précision qui me semble importante. Enfin, ça a été précisé, mais je voulais surtout le souligner par rapport à l'accompagnement thérapeutique en Amérique latine, qu'il faut entendre pas de façon générale comme l'accompagnement qui serait thérapeutique, mais comme quelque chose de très spécifique autour de la figure de l'accompagnant thérapeutique. L'accompagnant thérapeutique, ce n'est pas un psychologue, ce n'est pas un infirmier, ce n'est pas un éducateur, il n'a pas une visée éducative, ce n'est pas non plus un père aidant, et ce n'est pas quelqu'un de l'entourage du patient. Pour faire un parallèle avec les figures qu'on pourrait retrouver ici en France. C'est quelque chose qui... c'est des personnes qui se forment à une formation spécifique d'accompagnant thérapeutique, et ils étaient formés au début par les psychologues, et actuellement, ils sont formés par les accompagnants thérapeutiques chevronnés qui transmettent leur expérience. Et ces soignants, parce que c'est des soignants, ils travaillent en équipe avec une supervision continue de leur pratique. Pourquoi j'ai souligné ça aussi, ça m'intéresse, parce que c'est quelque chose qui existe, c'est un moyen qui existe en Amérique latine, et qu'on n'a pas ici en France, ce qui est plutôt rare. Et je pense que c'est un filon pour une réflexion autour de nos pratiques, de se pencher sur cette façon de travailler et cette figure tout à fait originale de l'Amérique latine de l'accompagnante thérapeutique. Oui. Sí, quería agregar algo que me parece importante en el acompañamiento de personas autistas. Para nosotros y en muchas asociaciones de padres es muy importante tener en cuenta que no se puede acompañar a las personas autistas sin acompañar a los padres con la misma ética y con el mismo respeto como sujetos de una historia. Ha habido muchas polémicas en cuanto a eso y nosotros queremos decirlo, no hay ningún acompañamiento en el autismo que pueda hacerse, y en otros casos igual, pero específicamente lo digo por la situación en Francia, si no se hace con los padres, con ese mismo respeto. Y en relación a lo que tú decías, el acompañamiento terapéutico aquí y en cualquier lugar va más allá de nuestros títulos, va de eso que estamos dispuestos a hacer, como decía Juan Manuel, cuando encontramos un sujeto, y claro que tenemos un saber, pero lo que decía él, estoy de acuerdo, es ponerlo de lado para primero que el otro nos indique el camino y saber aprender a ser su acompañante en el camino, ¿no? Y me gustó mucho lo que decías de las personas en Tijuana, Juan Manuel, de ayudarles a encontrar un nombre, y pienso que el acompañamiento terapéutico es eso,
volver a ayudar a un ser a nombrarse de nuevo. Enzo, haciendo este trabajo, aunque se volvió a nombrar Enzo Schott, era una nueva forma de decir, este soy yo. Y eso es muy importante. Y pienso que ese es el trabajo de nosotros acompañadores terapéuticos, es de encontrarles, ayudarles a encontrar su nombre con los otros y en el nexo social con los otros, en la ciudadanía compartida. ¿Puedo decir? Claro. Sí, agregaría a lo que decís, comparto, el acompañamiento terapéutico no solo con sujetos autistas, sino en su base toma en cuenta a la familia. Parte de la atención del acompañante terapéutico en gran parte es algo a hacer también con la familia cuando hay familia, obviamente. Hay casos en que el paciente está solo. Agregaría eso. Y otra cuestión, tomando lo que decía Federico, en Argentina se dio quizás, a diferencia de México y algunos otros lugares de Latinoamérica, quizás por la cantidad de años en que se viene desarrollando esta práctica específica, una profesionalización del acompañante terapéutico. Destaco eso. Hoy hay carreras técnicas de aproximadamente 2 años y medio, 3 años de acompañamiento terapéutico, incluso en los últimos años en universidades estatales, públicas, se han creado carreras de acompañamiento terapéutico. Dentro de esto hay distintas líneas de trabajo teórico-clínicas de los acompañantes terapéuticos. Coincido plenamente en una ética que tiene que ver con que la profesionalización no sea la burocratización y que el acompañante terapéutico está ahí. Yo tomo algo también de lo que decían anteriormente, para ponerse en el lugar del otro, ¿no? Para ponerse, y es casi literalmente, en el lugar, porque va ahí a estar, a compartir algo con el otro, y desde ahí puede dar algo de la palabra, ¿sí? Y tomar algo del saber del paciente. Cuando acá mencionaba el colega la cuestión del saber, del sujeto, el punto a veces es que, aunque uno proponga darle la palabra, el paciente no puede tomar la palabra, ¿sí? Entonces, el acompañamiento terapéutico tiene ahí una posición activa en ese compartir. Creo que acá también comentaban algo de esto, ¿no? Es el compartir, el ir al lugar y el hacer algo con eso, que a veces que pueda tomar la palabra no implica únicamente que vayamos a hablar o escuchar, sino que partimos del estar, de una presencia cercana, que es eso algo inherente al acompañamiento. Sí. Soutenir et soutenir une parole, ça me semble fondamental. ¿Un commentaire? Sí, una de las cosas más importantes que ha hecho, que tenemos actualmente, es lo que ha hecho Gustavo en la sistematización de un corpus, que es una técnica. Ahora, es muy importante no confundir las reglas con el juego. Lo que señalo y subrayo es que la técnica no hay que hacer a un objeto de la técnica, objeto de la ciencia. Es por principio un sujeto. Y sobre lo que decías del trabajo que hicimos en Querétaro, por ejemplo, antes, muchos tiempo, años, con los hijos de los narcos que se fugaron para Querétaro, que venían con toda esa historia, cuando tenían brotes, llamaban a la policía, porque nadie sabía qué hacer. Después de trabajar con ellos y trabajando eso con ellos, le llamaban al acompañante para mediar con la palabra, algo que no devenía un pasaje al acto. Una última, sí. Oui, Jacqueline Augendre, je ne voudrais pas poser une question, mais plutôt avoir une réflexion générale sur la tenue de cette journée et notamment sur les pratiques actuelles en psychiatrie. Je suis tout à fait intéressée par ce qui se dit ici, et notamment l'intérêt de la pratique de secteur, l'intérêt de la place de la psychanalyse
dans nos services publics et l'inquiétude que j'ai par rapport à ces deux questions. Et c'est bien pour cela que je voudrais remercier nos amis argentins, mexicains, brésiliens, qui arrivaient il y a 10, 20, 30 ou un peu plus d'années, étaient très intéressés par notre pratique de secteur, l'ont, je crois, présenté outre-Atlantique, et qu'aujourd'hui, nous sommes, nous, en tout cas en tant que chef de service, je peux le dire, assez questionnés par ce qui nous est demandé, notamment regroupement de nos CMP, notamment tous nos jeunes praticiens. Je suis très en lien avec les internes qui arrivent n'ayant pas du tout la même formation que nous au sujet de la psychanalyse, notamment des liens entre pédopsychiatrie et psychiatrie adulte, qui sont toutes des questions qui me préoccupent. Et je suis particulièrement touchée et ravie, et j'ai pu avoir ces discussions avec Alberto, qui est en partie à l'origine de cette journée, ou Martin Reca, qui est un ami proche, à savoir qu'aujourd'hui, 30 ans après, ce sont ses amis, collègues, thérapeutes qui, ici en France, font revenir tout l'intérêt de ce type de pratique. Et quand Federico nous parle de l'accompagnement qui existe en Amérique latine, l'accompagnant qui existe et que nous n'avons pas, je trouve que là, avec cette journée, nous sommes dans une créativité et surtout dans un retour de ce qui nous a toujours été cher et que peut-être sommes-nous en partie en train de perdre dans notre pratique de service public. Allons-nous terminer sur une note pessimiste ? Ou avons-nous encore une dernière question, peut-être, même si je partage une réalité ô combien quotidienne dans nos services et auprès de nos étudiants. Très courte, la dernière question. S'il y en a une. Oui, Muriel Duranton, juste au premier rang. Ce serait peut-être pour revenir à ce qu'a été le lien de ce deuxième module, et justement avec le premier, tout ce qui sont les événements positifs, qu'est-ce qui, dans les événements positifs qui nous ont été présentés dans le premier module, vient nous faire du bien. Et j'aurais bien interrogé Alain Merkuel sur justement de ce qu'il peut faire avec lui et ses équipes en regard de ses patients en grande précarité psychique, physique, sociale. Qu'est-ce qu'il a, le lien qu'il peut faire avec l'accompagnement thérapeutique qui est formalisé en Argentine. J'aimerais bien qu'il nous le dise. En 30 secondes, c'est ça? Alors, je veux dire, déjà côté, si on va vite, médiateur santé-père, je pense qu'on a de fortes résistances en France sur ce type d'approche, parce que c'est nous qui avons le savoir et que le savoir profane n'existe pas, ou en tous les cas n'a pas lieu d'être. Qu'à partir de là, je pense qu'on est dans une position de résistance et qui va tomber peu à peu. Voilà, ça c'est côté institutionnel. Maintenant, au plus près des patients, je dirais dans le quotidien du travail, je me compare souvent à ces personnes qui tracent les bandes blanches sur les routes. C'est-à-dire qu'avec un patient, on est sur une route qui n'a pas de traçage. Et donc parfois, il faut faire des lignes continues, ininterrompues, comme sur le bord de l'autoroute, pour l'accompagner en permanence. D'autres fois, c'est des petits pointillés, d'autres fois, c'est des grandes bandes. Et en fin de compte, on s'aperçoit que l'accompagnement, c'est comme au tango, c'est de l'abrazo. C'est-à-dire que, on s'adapte. Voilà. Très beau, merci. Je pense que c'est peut-être pas mal de terminer, que ce soit le tango, la samba ou la salsa, de terminer sur ces notes joyeuses. Et encore une fois, merci beaucoup à tous les organisateurs de cette journée. Nous nous retrouvons, je pense, à 14h30. Voilà.
avec un déjeuner ici. Merci beaucoup.